Et bienvenue au Salon international du livre de montagne de Passy, dont c'est cette année la 31e édition, dont le thème principal est le style alpin. Le style alpin qui est un art de vivre, un art de grimper, mais aussi un art d'écrire. Et c'est pourquoi nous avons invité des montagnards écrivains et une montagnarde, Nathalie Lamoureux, qui pour son ouvrage Marc Bâtard, L'Everest en partage, au tome 1, aux éditions La Fontaine de Siloé. Notre président d'honneur, Michel Zalliot, qui a écrit cette année un roman, Cheminement, Lettres d'altitude et d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure, et qui est un ouvrage qui montre sa générosité et sa grande ouverture sur le monde. Je rappelle qu'il avait été primé ici même il y a plusieurs années pour un album choral qui s'appelle Guide et qui était tout à fait remarquable. Nous avons bien sûr Anselme Beau, euh, qui est ancien professeur à l'ENSA, alpiniste, himalayiste, et qui a signé plusieurs ouvrages, notamment Chamois clandestin, Neige éternelle, et puis Au pays des hautes terres. Gilles Modica, qui vient de nous présenter l'île Montagne sur la Corse, sur ses randonnées dans le GR20, et puis Bernard Germain, qui doit avoir un sac à dos particulièrement rempli, puisqu'il a signé l'année dernière un gros volume, Dico Vertigo, qui met en rapport les relations du cinéma et de la montagne. Donc, je vous ai dit que le style alpin, c'était un art de vivre, un art d'écrire, un art de grimper, toujours avec élégance, avec une certaine fluidité du style et avec toujours beaucoup d'émotion, d'efficacité et toujours en accord parfait avec le rocher, la neige ou la glace et surtout avec une ouverture sur les personnes de rencontre que l'on peut être amené à fréquenter lors de ces différentes expéditions. Donc, je voudrais tout d'abord donner la parole à notre président d'honneur, Michel Zalliot, qui, lors de ses aventures à la fois montagnardes et littéraires, a toujours fait la preuve d'une grande ouverture d'esprit, d'une grande générosité et d'une façon d'être toujours fondée sur une éthique de comportement qui l'a toujours poussé à respecter ce qui l'entourait, que ce soit la montagne ou que ce soit les gens de la montagne. Merci, bonjour. Pour en revenir au style alpin et à ce que tu disais, Michel, je crois que quand on va en montagne, ce qu'on recherche, c'est d'abord le beau. Bon, il y a eu d'autres tables rondes qui ont expliqué cette recherche du beau, peut-être de la perfection. Et en fait, l'alpiniste, dans l'histoire, il va faire la même chose. Il va rechercher de belles lignes en montagne, des belles lignes à gravir, des belles lignes à descendre en ski. Et tout ça va se retransmettre ensuite à travers les livres, et les salons du livre est là pour le prouver, puisque à travers des photos, à travers des films aussi, eh bien, celui qui parcourt la montagne, il a envie de partager obligatoirement toutes ces belles lignes qu'il a gravies, qu'il a descendues en ski. Et évidemment, à travers les lignes d'écriture, eh bien, je crois que c'est la même chose. On a envie de partager à travers des mots choisis, à travers peut-être de la poésie. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je cherche à faire. Ce partage du beau, de toutes ces belles lignes d'écriture. Ici, quand ça se dégage, on a la montagne en face de soi. Et évidemment, ben, souvent, on la prend en photo. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à ceux qui sont restés un peu loin. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de la montagne et des lignes d'écriture, de la photo, de tout ce qu'on peut partager à travers cette montagne. Le partage et l'émerveillement, c'est aussi l'essence même de l'œuvre d'Anselme Beau, qui a toujours fait preuve, là encore, de souffle et d'ouverture sur le monde et d'ouverture sur les autres, ne serait-ce que par ses projets caritatifs au Népal. Bien sûr que l'image d'un guide ou d'un écrivain, je pense, elle découle un petit peu de ce qu'il y a avant. Et pour ma part, entre Frison Roche, qui est vraiment l'âme première de la montagne, du guide en général, la présentation des histoires de la belle montagne, et surtout Rébuffat,
avec qui j'ai eu la chance de grimper un peu, mais aussi de commencer le premier de la... Il vient de passer là tout à l'heure, pas Rébuffat, mais mon livre de 82, et où, en anecdote, Rébuffat, pour le premier texte que j'ai fait pour un numéro des Santaski, on est passé une après-midi sur un texte qui doit faire 2 demi-pages, et à chaque mot, il y avait une correction. C'est-à-dire que j'en suis sorti à 7h30 le soir, assez abattu, abasourdi. Je me dis, mais je vais y arriver. Chaque mot était analysé. La limite, une virgule aussi. Et à la fin de la séance, je lui dis, bon, ben, Gaston, c'est bien, j'ai eu ma leçon. Est-ce que je peux revenir pour un deuxième texte? Il me dit, mais pas du tout, c'est ton livre. C'est ton livre, c'est toi qui fais les textes. Bon, je t'ai donné des conseils, maintenant tu te débrouilles. Alors là, j'étais surpris, et c'est pour dire ce que disait Michel tout à l'heure, on choisit nos mots pour qu'on respecte au plus près cet exemple, par exemple, donc de Rébuffat, où on ne doit pas mettre un mot pour un autre. C'est comme une voie d'escalade, on ne doit pas passer à côté, sinon ça ne passe pas, et c'est pas beau. Oui, c'est une question d'élégance à la fois dans la forme et dans le fond. Et cette recherche de l'élégance et de la perfection, on la trouve peut-être aussi dans le cinéma, du moins j'espère, pour les spectateurs. Bernard Germain. Oui, l'exercice du dico vertigo, c'est assez intéressant du point de vue du style alpin, je dirais d'une certaine façon, puisqu'il s'agit effectivement, en quelques phrases, en quelques paragraphes, de pouvoir à la fois, pour celui qui ne connaît pas un film de montagne, de savoir ce qu'il contient, et par ailleurs de proposer un point de vue personnel et une critique. Donc on peut dire que cette espèce de dépouillement, de manière de dégraisser le texte pour en obtenir la quintessence. Bon, on a souvent besoin d'un compagnon de cordée. Moi, par exemple, pour le Dico Vertigo, j'ai eu au bon moment comme compagnon de cordée Charlie Buffet des éditions Guérin, qui trouvait que je racontais trop l'histoire du film, et que je ne laissais pas assez de choses en suspens. Alors peut-être comme pour l'alpinisme, effectivement, il faut avoir un certain nombre de choses en suspens pour être dans la légèreté absolue. Et je dirais que ce qui correspond peut-être à une sorte d'idéal du style alpin, c'est peut-être ce que fait un Alex Honnold, voilà, qui va grimper uniquement sans aucun matériel, sans s'assurer, etc., et qui a une capacité de mettre en relation à la fois ses moyens et ses ambitions. Évidemment, ça donne des exploits qui ne sont pas à la portée de tout le monde, c'est évident. Et le style alpin, c'est peut-être aussi de savoir être déconnecté. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se demander si ce qui est le plus lourd dans ce que les grimpeurs ou les alpinistes peuvent emporter, ou les randonneurs, c'est pas précisément le poids de toute cette connexion qu'ils peuvent avoir avec les géoportails, avec la météo, avec etc. Et là, il y a un vrai problème, parce que lorsqu'on voit que le cyclisme, par exemple, en est à utiliser les oreillettes pour réguler exactement l'effort du sportif, on peut se dire qu'au fond, il faut garder en montagne ce style alpin où on peut être encore capable de ne compter que sur soi-même et de rester dans la déconnexion. C'est le sens que je donnerais peut-être aujourd'hui à un idéal du style alpin. C'est l'exigence sous l'apparence de la relative simplicité. C'est aussi grimper ou marcher avec autre chose que ses pieds, mais avec sa vue, avec l'ensemble de ses sens mis en éveil. Gilles Modica.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement, il y a je dirais qu'il y a quand même une double approche. Il y a une approche purement sportive de la montagne. Là, le style alpin, effectivement, on cherche simplicité, plus grande rapidité. Et vous avez, là, en l'occurrence, là, pour le livre sur la Corse, c'est un style alpin, je dirais, contrôlé, où il s'agit effectivement de savoir prendre son temps, être lent, ouvrir les yeux. L'essentiel, c'est, je dirais, c'est d'abord avant tout ouvrir les yeux et remarquer, avoir une approche beaucoup plus contemplative, esthétique de la montagne. Pour moi, le style alpin, en fait, dans mon cas personnel, ça a été longtemps justement un peu cette approche trop rapide, quasiment aveugle de la montagne, où on était absolument fasciné essentiellement par la difficulté et éventuellement par le risque de mort. Plus vous risquez, plus vous avez une impression d'intensité. Mais du coup, dans la vie courante, j'avais l'impression, au bout de quelques années, quand j'avais fait le bilan, en fait, je ne voyais plus rien. Donc, je suis passé à un style alpin tout à fait différent, qui m'a permis effectivement d'ouvrir les yeux et aussi donc d'exprimer, parce que j'avais énormément d'expérience. Et cet intérieur, je voulais l'exprimer d'une manière ou d'une autre, l'exposer, le mettre dehors. La littérature, c'est ça en fait, c'est l'intérieur qui devient extérieur, c'est une façon de se développer, de transposer. Et là aussi, vous avez des problèmes de style. Alors là, je dirais donc, j'ai eu une autre expérience, c'est l'expérience du journalisme, dans la mesure où vous avez un cadre imposé, c'est-à-dire qu'il faut dire un maximum de choses en 4 à 6 pages, on va dire, éventuellement même raconter une expédition entière ou une vie, faire une bio. Et là, j'ai énormément appris à travers le journalisme. On retrouve cette notion effectivement de simplicité, d'évidence. À l'inverse, donc là, du coup, être capable de dire, je dirais, un maximum de choses en un minimum de mots. C'est l'intérêt du journalisme et ça sert beaucoup ensuite lorsqu'on veut faire des livres. Il y a toute une réflexion là sur alors le passage du style de l'action à un style un peu de la réflexion et de la transposition de l'expression. Oui, on parle sous le couvert d'une grande journaliste parisienne, Nathalie Lamoureux, et à laquelle je voudrais poser la question de savoir si on peut encore parler de style alpin quand on fait l'Everest à tout prix ou quand on voit à la fois le battage médiatique qui est fait autour de ces grandes courses et quand on voit les sommes considérables qui sont engagées par les touristes du monde entier. Oui, effectivement, si vous faites une voie normale, vous ne faites pas de style alpin. Si vous prenez de l'oxygène, vous ne faites pas de style alpin. Toutefois, il y a quand même des alpinistes qui cherchent à tenter d'autres voies. Je pense notamment à Kilian Jornet ou alors à David Guttler qui cette année ont tenté de faire la traversée Everest-Lhotse, n'ont pas réussi à cause des mauvaises conditions météo. Effectivement, le style alpin à l'Everest, c'est plus vraiment du style alpin. Mais le style alpin, c'est quoi ? C'est une forme de purisme. Mais c'est pas qu'un ensemble de règles, c'est aussi un état d'esprit. Donc, il ne faut pas non plus bannir tous ceux qui ne font pas du style alpin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du style alpin aujourd'hui, qu'il y a une forme de clôture qui se fait autour de tous ceux qui font du style alpin pour dénigrer ceux qui ne font pas du style alpin. Alors que, bon, je crois que tout le monde a le droit d'être à l'Everest, si on a le désir. Oui, c'est un désir, on n'a pas de jugement à porter, c'était tout simplement une question d'esthétique et de définition des termes, dans la mesure où il y a une façon de... Je pense que le style alpin, au départ, en alpinisme, c'était de mettre en évidence cette façon de grimper en autonomie, avec une certaine forme de rapidité, et de rompre avec la tradition qui était celle des grandes expéditions nationales, par exemple. Hein, je ne sais pas si je me trompe peut-être, non ? Oui, mais je crois que aussi l'évolution du matériel, des techniques a favorisé cette venue du style alpin.
il y a donc quelques années, pour expliquer, les expéditions en montagne, en Himalaya, nécessitaient des camps les uns après les autres. Ensuite, eh bien, avec le matériel plus léger, l'entraînement davantage des alpinistes, ils ont réussi à faire la même chose de manière plus rapide. Par exemple, le Capitan, donc au Yosemite, les premiers, ils mettaient des cordes fixes, ils montaient, ils redescendaient, ils tiraient des gros sacs. Et puis, comme le disait Bernard, Alex Honnold, il l'a fait en 2 h 30. C'est pas ni mieux ni bien, c'est ni un jugement ni pas un jugement, c'est aussi favorisé par l'évolution du matériel. Moi, je voulais dire aussi que le style alpin, c'est peut-être aussi de respecter tous les gens qui nous entourent. Et ça me paraît important parce que respecter la montagne, respecter tout l'environnement. Je crois que c'est vraiment important aussi de parler de ça. Oui, tout à fait. C'est un problème de respect, un problème de dignité. Chacun fait ce qu'il veut et grimpe de la façon qui lui convient. Et en ce qui concerne l'évolution des techniques, il y avait dans la brochure de cette année du Salon du Livre un article qui nous a été aimablement confié par Reynold Messner sur le poids de l'équipement et qui fait bien le point sur l'évolution des techniques qui entraînent forcément une amélioration, une évolution de l'art de grimper et de se faire plaisir en montagne. Là, Anselme, tu as connu donc cette évolution des techniques au cours de ta carrière. Ça a été tu l'as perçu comme un progrès important. Oui, en ce qui concerne l'Himalaya, première fois que j'y suis allé en 1976, c'était pour la découverte d'une vallée qui s'appelle le Langtang, qui est maintenant très parcourue, évidemment. Et puis, très tôt après, la traversée des 3 cols, mais avec des compagnons comme Paul Villard, Coudray, avec 17 clients pour faire 3 cols de 6000. Bien sûr qu'il y a des porteurs, heureusement. Et puis après, c'était une expédition d'Olaguiri en 78, avec un pilier très, très raide, où on a mis 6000 mètres de cordes fixes. Bon, certaines étaient doublées, bien sûr. Donc là, c'était dans les grosses expéditions. Mais à l'époque, il n'y avait personne d'autre, pratiquement, qui faisait en léger. Et puis, ça a tourné un tout petit peu. Et au bout d'un moment, par exemple, en 84, on est parti avec... on était 3 cordées de 2 plus ou moins amis, où on s'est groupés pour aller faire le Yalongkang, qui est le numéro 2 du Kanchenjunga, à 8505 mètres. On est parti léger, c'est-à-dire qu'on avait des porteurs jusqu'au camp de base, et après, rien. On était léger. Il y avait une bouteille d'oxygène qui aurait servi en cas où vraiment quelqu'un soit atteint ou blessé, mais pas de radio, pas d'oxygène, pas de porteur. Bon, je suis arrivé à 8505, léger, avec les skis un petit peu plus bas parce qu'en haut, il y avait trop de vent. Bon, on n'en a pas trop parlé parce que c'est comme ça. La satisfaction d'aller de parvenir à un but fixé auparavant, elle est quand même très intense et très intérieure. Vendre après, comme disait mon beau-père, Jean Coutet, qui est un grand champion, on ne vend pas tellement son plaisir. Mais enfin bon, ça c'est une aparté. Ça veut dire aussi que je suis allé malheureusement, j'étais un peu obligé d'aller avec cette équipe de 7 Belges pour faire les 7 sommets. À l'Everest, évidemment, et évidemment, expédition commerciale, oxygène. Bon, j'en ai respiré un petit peu au col sud. Quel attirail, c'est affreux, c'est terrible. Et ça, en plus, ajouté maintenant, alors vous me direz, c'est expédition commerciale, il y a des clients, il y a du travail, il y a du travail surtout pour les locaux. Donc, ils continuent, le matériel est là, on va l'utiliser, puis on donne de l'oxygène à 6005 à presque tous les clients, un Sherpa devant, un Sherpa derrière, et surtout tous les travailleurs pour fixer les cordes fixes. Et c'est une façon qui ne nous va pas bien à nous. Mais comme tu disais aussi, Nathalie, ils ont le droit.
Sauf si les guides locaux disent au bout d'un moment, il y en a marre. La dent du géant avec une grosse corde pour les guides, très bien. Ça nous va très bien encore avec un client. Des fois, ça nous sert. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu des cordes fixes partout. Donc, c'est régulé par les locaux. Et là-bas, au bout d'un moment, quelques dizaines d'années où ils auront fait des centaines et des centaines de réussites là-haut, dans ce rythme-là, peut-être qu'ils en auront marre. Pour d'autres raisons, ils diront, bon, maintenant, c'est fini. Les cordes fixes, vous apprendrez à marcher en crampon parce qu'on va vous améliorer votre technique. Vous n'avez qu'à faire 2 semaines de stage avec nous avant. On change un petit peu les donnes, le métier de guide va évoluer peut-être vers ce qui a été fait dans les Alpes. Mais enfin, bon, on verra. On peut se faire plaisir en sprintant à l'Everest sans oxygène, comme Marc Battard. Alors, moi, je vais juste rebondir sur ce que disait Anselme Beau. Je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit que, effectivement, l'oxygène, qu'est-ce que ça peut être lourd, qu'est-ce que ça peut être, je dirais, désagréable. Parce que je vous parlais de mon expérience personnelle. Je suis allée à l'Everest la première fois avec l'alpiniste Marc Battard. C'était en 2009. J'y suis allée pour tenir son journal d'expédition. Et pour me remercier, il m'a dit, je vais t'emmener à 7000 mètres. Donc, il m'a emmené à 7000 mètres. Je n'ai pas pris d'oxygène. Et je me suis dit, puisque je suis à 7000 mètres, je pourrais aller à 8000 mètres. Mais je ne voulais surtout pas prendre d'oxygène parce que je ne voulais pas porter. Et donc, j'ai fait 3 fois l'Everest. J'y suis allée jusqu'à 8003 sans oxygène pour voir, pour éprouver en fait mes limites. Mais c'est vrai que l'oxygène, ça crée un faux sentiment de sécurité. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on sur les expéditions à l'Everest et cette année plus particulièrement à l'Annapurna, c'est que des gens prennent de l'oxygène à 6005. Mais c'est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent en hélicoptère, qui ne sont pas du tout acclimatés. Et ça, c'est très, très dangereux. Voilà, au rang, je dirais, des commandes, des choses qui ne vont pas bien dans ce genre d'expédition, c'est cette généralisation de l'oxygène, ces populations qui viennent du monde entier, qui n'ont, pour certains, qui n'ont jamais fait de montagne, qui n'ont jamais chaussé de crampons, ça c'est dangereux. Voilà. Oui, c'est dangereux parce que ça peut provoquer des phénomènes d'accoutumance, parce que le cerveau s'habitue à effectivement ne plus s'adapter à un manque d'oxygène. Ça fait partie de notre époque où les gens qui sont un petit peu soumis aux médias en plus veulent faire le marathon de New York, les Himalayas, les machins. On a fait l'Everest, on a consommé. Mais c'est une époque peut-être qui peut changer un tout petit peu parce qu'il y a un petit pourcentage qui commence à réaliser que bon, faut arrêter ça. Enfin, arrêter, c'est pas le mot, hein, c'est libre. Mais bon, c'est pour laisser une ouverture à certaines personnes qui sont sensibles, ne pas les encourager à aller faire l'Everest avec oxygène, porteur, machin et tout. Plutôt voir une autre dimension de la montagne et que ce soit plus déjà toléré à l'intérieur et puis aussi compris et la satisfaction plus grande, à mon avis, après. Là où il faut du souffle, à défaut d'oxygène, c'est pour descendre l'Annapurna à ski, je pense. Oui, je voudrais... Bon, ça m'est difficile de parler de la descente de l'Annapurna à ski avec Anselme Beau à côté de moi, qui, dans le style alpin, pour descendre des pentes extrêmes de toute altitude, avec un minimum de matériel, a été quand même le grand mentor de notre génération. On a fait le stage de guide ensemble. Bon, on avait Patrick Valençon avec nous, etc. Et à cette époque, on a vu quand même que vous faisiez la différence avec pas mal de vos professeurs. Du coup, tu es devenu professeur, effectivement, à l'ENSA. Je voudrais simplement dire un mot dans la continuité de ce que vous venez de dire à propos de... On vient de faire pour la revue La Montagne et Alpinisme un dossier qui va paraître à la mi-septembre et qui est l'himalayisme en mutation. Donc on est en plein dans la discussion qu'on vient d'avoir.
c'est pas moi qui ai fait le dossier, j'ai un peu supervisé, mais à travers ce que j'ai ressenti et lu, je suis plus radical que vous. Je veux dire, cette tolérance de se dire, après tout, chacun fait un petit peu comme il désire, 10 bouteilles d'oxygène par grimpeur à l'Everest, c'est pas grave. Mais si, ce qui est grave, c'est qu'il n'y en a pas dans les hôpitaux de Katmandou. Donc, je veux dire, il y a une réalité sociale qui fait que les dérives de l'industrie touristique himalayenne sont quelque chose qui sont pour moi condamnables. Je veux dire, je suis assez radical à ce point de vue-là. Et alors, que mettre en face? Alors, ce qu'on met en face, c'est peut-être ce qui correspond aux définitions qui ont été données de l'alpinisme par l'UNESCO, donc qui a été consacré comme patrimoine immatériel, à savoir effectivement tout ce qui tourne autour de gravir les montagnes avec une économie de moyens. Une économie de moyens aussi qui correspondrait à une volonté d'intégration de l'activité dans les territoires. C'est la raison pour laquelle il est en train de se fomenter autour de ce classement à l'UNESCO l'idée d'une sorte de label qui serait terre d'alpinisme, qui serait d'abord, évidemment, qu'on utiliserait d'abord en Europe, mais pourquoi pas ailleurs, c'est-à-dire des lieux dans lesquels on va pratiquer l'alpinisme sans utiliser de moyens mécaniques et d'artifices délirants, un peu dans la tradition de ce qu'ont été la conquête des tout premiers sommets, en Europe en tout cas, puisqu'on sait quand même que c'était un déploiement énorme, effectivement, d'embauches, de porteurs, etc., pour ce qui était des montagnes extra-européennes. Donc voilà, je voulais dire, ce qui nous apparaît vraiment à travers ce dossier, c'est qu'il y a une dérive de l'industrie commerciale, avec usage systématique des hélicoptères pour amener des participants au camp de base. Enfin, il faut voir tout de même que cette année, il y a des agences qui ont vendu pour la même saison à la fois l'Annapurna et le Dholagiri aux mêmes grimpeurs, les amenant au camp de base en hélicoptère, les reprenant au camp de base en hélicoptère pour le premier sommet, pour les amener après sur l'autre sommet, à nouveau en hélicoptère, et à chaque fois en les bourrant d'oxygène. Je veux dire, et le Covid aussi, puisqu'il y a eu du Covid au camp de base, et qu'ils ont laissé évidemment les Sherpas redescendre chez eux dans les villages, et ce qu'ils ramènent, ce n'est pas seulement des dollars, mais ils ramènent aussi le Covid cette année. Donc voilà, moi je suis un petit peu radical sur cette question, et ce qu'on a vu en face, c'est quand même un autre type de proposition qui est un himalayisme alpin, je dirais. C'est-à-dire effectivement maintenant des gens qui essaient de travailler mieux leur acclimatation d'une façon beaucoup plus pure, avec une démarche qui est de ne pas faire plus d'un certain nombre de mètres par jour, de partir très léger avec la totalité de leur matériel sur le dos, etc. Pour moi, la question qui se pose, c'est effectivement comment cet himalayisme alpin, qui est un himalayisme très dépouillé, très économe, comment peut-il s'intégrer dans un territoire qui a tout de même besoin d'argent pour vivre. Et il ne s'agit pas de monter à toute vitesse sur un sommet sans voir les gens, redescendre à toute vitesse en style alpin sous prétexte qu'on est léger, en ne connaissant personne et en ne laissant rien sur le plan économique sur place. Donc il y a véritablement un équilibre à trouver dans, je dirais, la nouvelle formule de l'himalayisme alpin et d'essayer absolument d'éviter que se développe l'industrialisation touristique des 8000 mètres. Je précise que le pilote d'hélicoptère n'est pas Pascal Brun, puisqu'il était là ce matin pour nous présenter son dernier ouvrage, Le Joker, écrit avec François Suchel. Ce qu'il faut conserver, c'est certainement le goût de l'enchantement, où que l'on soit et qui que l'on soit. Oui, ben, je crois que c'est le plaisir
d'abord, mais pour rebondir sur ce que disait Bernard, je crois que c'est peut-être, bon, on parle de l'Himalaya, aux Népalais à décider. Parce que souvent, bon, nous, on discute de l'himalayisme, je partage complètement tes idées. Moi, je ne suis pas retourné en expédition depuis un moment parce que, oui, ça ne me convient pas ce qui se passe. Mais je crois que c'est aux Népalais à décider. Comme partout, on a tendance quand même, nous, à réfléchir sur ce que doit devenir l'himalayisme, comme l'industrie du tourisme, je ne sais pas, en Afrique ou dans d'autres pays. C'est aux gens sur place aussi. Maintenant, les Népalais, grâce à ce que vous avez fait d'ailleurs, avec, Anselme en fait partie, là, avec la formation des guides, etc., c'est à eux aussi de décider, à réfléchir ce qu'ils veulent, comment ils peuvent en vivre, parce qu'ils ont besoin évidemment de royalties et d'argent. Mais c'est à eux de décider. Ce n'est pas forcément à nous de dire voilà, on va changer l'himalayisme, on va arrêter les expéditions à l'Everest de telle ou telle manière. Je crois que c'est au guide, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Anselme, mais je crois que on ne fait pas assez attention dans tous nos voyages à ce que pensent les gens. On réagit souvent toujours en blanc, on est les blancs. Et bon, je suis allé souvent en Afrique, on a tendance aussi à donner des conseils, que ce soit aux Touaregs ou à d'autres gens. Non, c'est à eux aussi de se prendre en charge. Oui, tout à fait. Pourquoi on a commencé à aider à la formation des guides, c'est parce que aussi notre grand frère Yves Follet-Villard, qui était déjà en 62 au Janus, avec une expédition où Lionel Terret était chef, enfin bref, il y avait du lourd quand même, malgré tout, à cette époque. Et il avait cette expérience et d'ouverture des premiers treks en Himalaya au début des années 80. Et il a tout de suite dit, en Himalaya, bon, il n'y a pas de guide, bien sûr, il y a des porteurs qui sont des gens extraordinaires, il faut non seulement les respecter, mais les aider à ce qu'ils soient maîtres chez eux, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas plus bêtes, au contraire, que nous, et ce n'est pas la peine de leur amener, comme dans les grosses expéditions nationales ou internationales, on ignore pratiquement les porteurs, et les Sherpas notamment, parce qu'on n'en tient pas compte. On se sert d'eux, et puis la presse aussi en remet une couche en ignorant, à l'époque, en ignorant les aides et ceux qui ont aidé absolument la conquête, entre guillemets, des sommets. Alors, ce qu'on a voulu, nous, dès le départ, avec cette idée de Yves Follet-Villard, c'est de les aider à devenir guides chez eux, en les invitant, en allant leur donner les conseils ou le matériel, tout ce qui est indispensable pour arriver à un très bon niveau technique, de façon à ce qu'ils soient maîtres chez eux. Et comme disait Michel, évidemment, c'est à eux de décider. Alors, avec quel rythme et avec quelles aides, et tout de suite encore, ils ont une envie, pas tous, mais une envie de faire, comme partout, comme l'hôtelier du coin, il veut faire plus grand, plus, je veux dire, plus propre, plus chaleureux, plus je sais pas quoi, pour avoir plus de clients, en général. C'est comme ça que ça marche. C'est le business. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et petit à petit, on arrive, on a l'humilité qui va avec pour les conseiller, dire attention, on a vu ça, comme ça a fait chez nous. On a été débordé à un moment. Et maintenant, on regrette un tout petit peu. Alors, n'allez pas trop loin. Et puis, malgré tout, sachez que vous êtes les maîtres chez vous et que c'est à vous de décider. C'est un problème d'éthique de comportement et on ne dira jamais assez combien il est nécessaire de porter un regard bienveillant et sans condescendance sur les personnes que l'on rencontre, que ce soit ici même et a fortiori dans les pays qui ne connaissent pas le superflu dont on est rassasié par ici. Hein. Et que l'on soit en Himalaya ou que l'on soit en Corse, c'est la richesse
que l'on peut retenir des randonnées que l'on peut avoir, c'est justement dans les échanges que l'on peut avoir avec les populations que l'on rencontre. Oui, bien sûr, c'est une dimension de la montagne. Bon, elle est déjà dès les débuts, donc les rencontres de Saussure avec les Chamoniards, les Savoyards, ça fait partie, c'est souvent dans la substance de ces récits. Au XIXe siècle, c'est pareil. Vous avez Portrait de Balma par Alexandre Dumas, c'est assez extraordinaire. C'est grâce à Dumas qu'on a effectivement de toutes ces rencontres, ces descriptions. Là, pour en revenir donc à la Corse, oui, effectivement, vous avez, comme partout, vous avez donc la dimension sportive, contemplative, et cette dimension humaine qui consiste à rencontrer, à discuter. Moi, j'ai des souvenirs, effectivement, avec des vieux Corses très amusants, bon, en particulier en hiver. Vous arrivez, vous leur demandez est-ce que il y a 2 habitants au village, alors vous leur dites où est-ce que je peux mettre ma tente, ils vous disent bah, vous la mettez où vous voulez, donc vous retrouvez une espèce de liberté. Le soir, vous pouvez parler avec eux, il y a un contact. Je dirais que le problème de l'industrialisation du tourisme, c'est justement une formalisation, on rentre dans une forme de cliché à laquelle on échappe lorsque les rencontres se font entre quelques personnes, quelques rares individus, bon, ce qu'on appelle les happy few, les quelques heureux qui ont effectivement ce privilège, par exemple, de partir hors saison en Corse ou en Himalaya, dans des vallées qui ont échappé à l'industrialisation alpine et commerciale. Par ailleurs, je crois que la Corse, comme l'Himalaya, comme partout, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que vous avez l'argent. L'argent, c'est le moyen des moyens. Donc, à partir de là, bah, écoutez, en Corse, vous avez des problèmes avec les promoteurs. C'est l'argent. Vous avez de l'argent russe, de l'argent italien, de l'argent espagnol qui cherchent à s'investir. Là, actuellement, ben, l'argent cherche à s'investir dans éventuellement des sommets prestigieux. Ça peut être le plus haut sommet de l'Himalaya. Et la courbe de l'argent continue puisque maintenant, il s'agit de la conquête de l'espace et que précisément ceux qui postulent à cette conquête de l'espace, après les pionniers, ce sont les plus argentés du monde, les riches, entre les riches. Donc le problème, il est partout, c'est un problème plutôt général de société. Après, au cas par cas, on peut mettre des limites. Mais pour prendre l'exemple de la Corse, où il y a une spéculation immobilière et foncière très importante, les Corses cherchent justement la réplique, la réponse. Ils aimeraient limiter les possibilités d'achat en Corse pour des gens non corses, imposer un statut de résident. C'est-à-dire qu'il faudra avoir résidé pendant 5 ans en Corse pour pouvoir acheter en Corse. Ceci dit, c'est considéré comme anticonstitutionnel par l'État et ça sera très difficile à mettre en place. Donc on voit bien que partout, en fait, que ce soit dans des domaines, tel ou tel pays, tel ou tel, il y a une forme de... l'argent, en fait, il fait sauter un peu toutes les barrières. Donc sur l'Himalaya, à mon avis, on va continuer à avoir des expéditions commerciales où il y a quelqu'un, il met 50 000 euros ou 100 000 euros, peu importe, sur la table et il est prêt à monter au sommet par tous les moyens, et quels que soient effectivement éventuellement les risques. Mais là, je crois que c'est plus général. Hein. Donc là, est-ce qu'on peut parler de style? Non, il n'y a plus de style. Il s'agit en fait d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour arriver au but. Donc en l'occurrence, je reviens à ce que je disais, l'argent, c'est le moyen de tous les moyens. Avec ça, vous allez très loin, très haut. Bientôt, on ira dans l'espace. Et quand on est journaliste, qu'est-ce qui permet de faire un bon papier? Est-ce que c'est l'esthétique, la souplesse et la simplicité? Ou est-ce que c'est le conflit, le drame, la mise de fond considérable? Un peu de tout ça, un peu de drame, un peu de simplicité, de l'élégance. Quand j'écris effectivement des articles sur la montagne, j'essaye de trouver des belles formules, mais de ne pas trop être littéraire pour que ce soit aussi compréhensible pour le lecteur. Mais c'est vrai que j'essaie de jouer sur la narration, la belle histoire, l'élégance. Oui. Et l'enchantement de tous ces paysages que l'on a à contempler. Je crois que c'est l'essentiel. 2 choses, je reviens toujours au même sujet, mais c'est la beauté.
la beauté des grands espaces, hein, parce que bon, on pourrait avoir presque le même discours sur les grands espaces, le désert, les océans, etc. Donc c'est la beauté et puis les rencontres qu'on peut faire partout. Je pense que si on allait dans les montagnes sans personne, en Himalaya sans les Sherpas, dans le désert sans les Touaregs, ce serait absolument totalement différent. On n'en reviendrait certainement pas aussi riche. Oui, en Antarctique, exactement. On va pour les gens. Moi, je vais au Népal, en Bolivie ou ailleurs. C'est bien sûr, les montagnes sont jolies, etc. Il y a un challenge, machin. Mais c'est les gens qui nous intéressent. C'est la découverte, c'est l'amitié, le contact, et de voir comment ils vivent. Voilà. Et vraiment en Antarctique, c'est tellement beau, c'est une autre planète, mais il n'y a personne. Je pense que vous êtes guide pour satisfaire vos clients et les aider à voir ce qui les entoure, mais vous êtes également guidé par la richesse des éléments qu'ils peuvent vous transmettre. Alors, les clients font partie des rencontres. C'est pour ça qu'on est guide. Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'avec Anselme, on partage le même. Les clients font partie des rencontres. Moi, je n'ai jamais trop aimé ce mot client, mais bon, j'en ai jamais trouvé d'autres. Mais ça fait aussi partie des rencontres et de la richesse. En fait, les personnes qui nous accompagnent en montagne nous apportent autant qu'on leur apporte. Alors, ils nous apportent autre chose. Nous, on leur apporte d'aller au sommet, de découvrir la montagne, côté technique, etc. Mais eux, ils nous apportent toute leur vie, toute leur richesse. Et si nous, on arrive en fin de carrière à pouvoir être peut-être avoir évolué, parce qu'on ne travaille pas de la même manière quand on a 20, 25 ans que quand on arrive à un certain âge, eh bien, c'est grâce à tous ceux qu'on a rencontrés. Bon, moi, j'ai raconté peut-être l'autre jour, là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Romain Bouteille. Bon, pour ceux qui le connaissent, il vient de décéder. J'ai passé avec lui des moments inoubliables pour moi, quoi. Et puis d'autres encore, et puis chacun a ses expériences. Donc c'est aussi tous les gens qu'on emmène qui nous enrichissent de manière extraordinaire. Ce qui permet d'écrire de très bons livres comme Cheminement, paru récemment aux éditions du Mont Blanc. Et cette culture de l'enchantement et de l'ouverture aux autres, elle peut être également transmise par le cinéma, qui peut éventuellement véhiculer des valeurs de générosité et d'empathie, non? Oui, tout à fait, oui. On pourrait peut-être citer par exemple un film comme L'Ascension avec Ahmed Silla. Précisément, il s'agit de l'ascension de l'Everest, où il a utilisé quand même un peu d'oxygène. Bon, alors c'est pas Ahmed Silla qui l'a fait, mais le vrai protagoniste est quand même monté en haut avec très très peu d'expérience et avec son cœur en carton 93 qu'il a monté en haut. Et pour lui, évidemment, ça avait, je dirais, un sens social particulier, puisque il habitait les banlieues, journaliste, maghrébin, et en définitive, c'était au moment où Sarkozy a dit qu'il allait nettoyer les banlieues au Karcher. Donc lui, il a dit, on va lui montrer que les gars des banlieues, ils sont capables de faire quelque chose. Et il est monté au sommet de l'Everest, avec une expédition commerciale, mais sans expérience. Ça donne un très très bon film qui donne envie de faire de la montagne. Le film de Ludwig Bernard, L'Ascension, est formidable. Mais là, on vient de vivre les Jeux Olympiques. Bon, il y a au moins 3 films sur les Jeux Olympiques qui sont des films de montagne ou dans lesquels il y a de la montagne, qui sont tout à fait exceptionnels et qui sont justement toujours avec des losers, a priori. C'est assez drôle. Il y a évidemment Rasta Rocket, où sont des Jamaïcains qui essaient de représenter les Jeux Olympiques en bobsleigh alors qu'ils n'ont jamais vu la neige. Et effectivement, ils vont réussir à le faire. Ça donne un film qui est très drôle, qui est très humaniste aussi, et qui remet un peu la notion d'exploit complètement à sa place. Il y a aussi Eddie the Eagle, où c'est un Anglais qui va représenter son pays aux Jeux Olympiques aussi en saut à ski,
il a une peur absolument terrible. Là, ce matin, on parlait du courage. Alors là, il avait un courage particulier parce qu'il n'avait absolument pas la technique aboutie pour le faire. Et pourtant, il va représenter son pays aux Jeux Olympiques. Et puis, vous en avez un très très bon qui est attaché pratiquement à notre vallée, là, ici, qui est Good Luck Algeria, où c'est un film de Farid Bentoumi où son frère va représenter l'Algérie en ski de fond pour un peu sauver son entreprise de ski de fond parce que personne ne voulait porter ses skis. Alors, maghrébin, ingénieur qui a vécu toujours à Grenoble et qui va affranchir absolument tous les obstacles du CIO parce qu'à chaque fois, le CIO est contre ces losers là qui veulent représenter leur pays dans une discipline où ils sont les seuls. Et comme ils sont les seuls, on est bien obligé de les prendre. Et ça donne vraiment toujours des films qui sont très gais, très humanistes et qui donnent envie souvent de partir avec eux parce que c'est des gens qui ont une volonté formidable et puis qui font ça avec une économie de moyens justement incroyable. Alors là, c'est vraiment le style alpin adopté aux Jeux Olympiques parce qu'en général, personne ne les soutient, ils n'ont pas de partenariat. Avec autant de clichés, on ne peut faire que des bons films. Quand vous randonnez, quand vous grimpez, quand vous faites des expéditions, il y a un besoin de transmettre ensuite, d'écrire, de filmer, de commenter. Oui, bien sûr, oui. En fait, c'est toujours pareil, hein, surtout à partir du moment où vous sentez que vous avez accumulé un certain nombre d'expériences, vous avez envie de les communiquer, de les partager, de savoir éventuellement ce qu'en pensent les autres. On va dire de les objectiver, quoi, de passer du subjectif à l'objectif. L'objectif est effectivement qui n'est plus le sommet, mais qui peut être un article, un bon récit bien troussé, un livre. Tout à fait. Non, je crois que le besoin d'expression, ben, je pense que tout le monde le ressent, hein, à tout point de vue, dans la vie, le partage de l'expérience. C'est à la fois pour soi, dans la mesure où effectivement le livre, vous le faites et en même temps il vous fait, donc aussi il y a une espèce de réaction sur vous-même. Vous prenez conscience de vous et en même temps les autres, en fait, vous comprennent mieux, vous découvrent. C'est très curieux, effectivement. Moi, j'ai vu ça effectivement dans les livres. À travers des livres, vous avez donc des rencontres. C'est tout un autre univers qui s'ouvre, mais je crois que c'est l'avantage de la littérature au sens large, hein, pas seulement la littérature des romans, mais la littérature vécue, des choses vécues, des reportages, des témoignages. En fait, on est tous, à un moment ou un autre, chargés un peu de passé, de souvenirs. Bah là, par exemple, pour parler très concrètement, là, je viens de passer 24 heures avec des amis suisses que j'ai retrouvés très longtemps après une ascension du Huascarán, du Pérou. Et on a pu justement revenir sur cette expérience. Et justement, je me disais, bah, tiens, il y aurait quelque chose à raconter, à la fois donc à travers cette ascension du Huascarán au Pérou, et à travers ce que m'ont raconté de leur village, de Châteaudet, du pays d'en haut, mes deux amis, Léo et Myrtille, qui sont là dans la salle, qui m'ont raconté des choses assez extraordinaires sur les gens de leur village. Alors Léo sur sa vie de guide, et puis Myrtille sur tous les copains donc de Châteaudet, de Rougemont. Et là, par exemple, je me disais, bah, y a un livre à faire. C'est quand même vraiment dommage que, justement, ça tombe dans les oubliettes, parce qu'il y a quelque chose il y a toute une expérience, il y a toute une vie, il y a tout un canton, presque, je dirais, éventuellement, il faudrait laisser une trace. C'est toujours le thème de la trace, en fait. Laisser une trace, un témoignage. Et je crois que la littérature, l'écriture pour ça est absolument incontournable. Des traces qui nous élèvent plus haut que nos pas, sans doute. Est-ce qu'il y a du réconfort et de l'inspiration à trouver dans l'harmonie que l'on trouve avec
dans l'harmonie que l'on ressent avec l'environnement? Je crois que dans les grands espaces, en montagne, on atteint une certaine sérénité. Il n'y a qu'à voir les enfants, quand on emmène par exemple des enfants en montagne, quand on va bivouaquer tout simplement, même si évidemment ils sont actifs, ils trouvent davantage de sérénité, de réconfort. Et pourquoi il y a aussi autant de monde qui vient en montagne, c'est parce que justement on trouve ce bonheur, cette sérénité. Alors c'est pas idyllique, hein, attention, il y a des gens qui souffrent, il y a des c'est pas facile. Hier j'écoutais, si on écoute le berger de Corse quand il guide ses moutons par mauvais temps ou par orage, la sérénité il l'a peut-être pas. Donc nous on est toujours aussi, puis même en tant que guide d'ailleurs, il y a des fois, quand on se retrouve dans la tempête avec 5 ou 6 personnes derrière à trouver le refuge, et c'est pas évident, la sérénité, on la perd un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est un mélange, mais en tout cas, en général, oui, elle apporte un peu de sagesse et de calme. Mais est-ce qu'on peut ressentir du stress aussi quand sur les chemins de l'Everest? Du stress? Non, je n'ai pas souvenir d'avoir eu du stress. Je crois qu'on est bien assommé par l'hypoxie. On n'a pas trop le temps de stresser. Si peut-être le jour où il a fallu faire le sommet, je me souviens m'être rappelé tomber dans une crevasse. Donc du coup, ça ne m'a pas aidé à sortir de la tente. Voilà, sinon non, pas de stress spécial. J'ai plus eu du stress en faisant des ultra-trails, sur des ultra-trails très sauvages, sans balisage, où il fallait en fait s'orienter. Et donc avec la fatigue, la désorientation, je me souviens avoir tourné des heures et des heures dans la forêt de Morges et j'en sortais plus. C'était horrible parce que je crois que j'y passé la nuit. Et c'était pas une sensation très agréable. La montagne, en tout cas, doit rester un plaisir et non pas une conquête par la force. Qu'en pensez-vous? Bon. La force, moi je suis un petit peu, comment on appelle ça? J'essaye d'être un peu technique sur les skis, par exemple, parce que je suis un petit peu partisan du moindre effort. C'est pour ça que, bon, peut-être sportif, d'accord, enfin, habitué aux efforts, mais je pense que la technique, elle est directement liée à ce qu'on veut faire. Alors, il y a les grands sportifs dont je ne fais pas partie, qui font des trucs tous les jours, qui font du marathon, enfin de la course, n'importe où. Moi, si ça me va, j'aime bien aller à quelque part et faire un trek avec un but, un col, d'accord, aller vers le pied d'une montagne, c'est de la marche. Sinon, j'aime pas trop faire de la marche et faire des efforts. Mais donc, on parlait de la technique, c'était quoi la question au début? Je suis perdu. La force. Alors, la force, c'est pour ça que souvent, on la remplace justement par l'agilité, mais ça, c'est inné. Après, le travail, l'entraînement, bah, oui, qui peut composer de enfin, diminuer le besoin d'énergie et de force. Et la force, on l'a au départ ou on l'a pas, ou alors on s'entraîne pour en avoir plus. On devient lourd et puis c'est moins drôle. Ça dépend si on veut de la force dans la tête ou dans les muscles. Et en priori, c'est évidemment l'envie, la passion, et c'est ce qui va entre le cœur et l'esprit. C'est donc, ouais, en fait, c'est l'envie. Alors, si on parlait du stress tout à l'heure, s'il y a no stress, c'est plus facile. Si on emmène des clients sur une expé et que forcément on est un peu stressé, ben on n'est pas tellement efficace, hein, on en bave en tous les cas. Puis quand on y va pour nous, ben on se retrouve tellement bien en montagne qu'on n'a pas besoin de force, on a besoin de la tête, ça suffit. Je crois qu'il y a un mot pour moi
qui peut-être résume tout ce que vient de dire Anselme, c'est l'harmonie. En fait, je crois que la montagne, c'est juste un exemple de la vie. On peut retrouver en montagne tout ce qu'on vit dans la vie en général. Et je crois que si on veut être bien, il faut être juste en harmonie avec ce qu'on fait au moment présent. Pour moi, enfin en tout cas moi, c'est l'essentiel. Donc en montagne, si on veut être bien, il faut être en harmonie avec la montagne. Et dès qu'on aborde la force, la lutte, on n'est plus en harmonie. Et pour moi, on dépasse une certaine limite. Donc vraiment, l'harmonie, pour moi, c'est un mot important. Et c'est une leçon de sagesse, parce que c'est aussi un modèle de vie en société. Oui, je voulais continuer sur cette notion d'harmonie. Alors, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. Il y a un moment donné où j'ai pu comprendre quelque chose à ce propos-là, grâce à un film que j'étais en train de faire, qui s'appelle Les Chevaux de l'équité, qui n'a rien à voir avec la montagne, qui était simplement un film sur l'équithérapie pour Equidia. Donc l'équitation en direction des handicapés, ce que ça pouvait leur apporter. Et alors, effectivement, ils mettaient sur les chevaux parfois des très très grands grabataires, des gens qui étaient totalement désorganisés dans leur corps, disloqués même parfois. Et on voyait que quand on les mettait sur le cheval, d'un seul coup, c'est comme s'ils retrouvaient une sorte d'harmonie. Et alors le psychologue qui s'occupait d'eux m'avait expliqué la chose suivante. Il avait dit, en fait, le cheval, c'est une masse d'harmonie. Et lorsque on met l'handicapé sur le cheval, eh bien cette masse d'harmonie, elle se communique à l'handicapé et ils forment ensemble un tout harmonieux. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'en fait, la montagne, c'était souvent ça. Pour moi ou pour nous, je ne sais pas pour vous, mais c'est-à-dire qu'on est en face de cette masse d'harmonie qu'est la montagne, cet équilibre de la beauté, hein, tu as commencé par ça, Michel, tout à l'heure, l'idée de la beauté. Bon, on est en face de cette beauté, de ces équilibres-là, et on va essayer d'être en osmose avec ce milieu-là. Et d'un seul coup, effectivement, ça va se communiquer à nous, et on va se trouver en harmonie complète avec notre milieu. Et je crois que l'harmonie, tu as dit, c'est la sérénité. Et moi, je suis persuadé que c'est aussi la sécurité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une situation disharmonieuse, avec de tension, avec le milieu, pour des raisons extérieures qui viennent nous perturber. Enfin, je veux dire, on a quand même parmi nos amis un grand nombre d'amis qui ont disparu en montagne. Et si on analyse souvent pourquoi ils ont pris la mauvaise décision à ce moment-là, pourquoi l'anticipation n'a pas été la même que d'habitude, et on s'aperçoit que très souvent, il y avait une sorte de déséquilibre quelque part dans leur rapport au milieu, et souvent à cause d'éléments extérieurs qui venaient perturber leur intuition et leur capacité d'anticiper le risque. Donc je pense que vraiment cette notion d'harmonie, elle nous dit qu'il ne faut surtout pas se laisser perturber par quoi que ce soit dans nos vies qui viennent se coincer entre nous et la montagne. Quand on est en montagne, il faut qu'on y soit absolument totalement. Et je me demande, parmi le grand nombre d'accidents qu'il y a tout de même ces dernières années avec des professionnels, si en fait... Évidemment, ils vont beaucoup plus qu'en montagne que nous n'allions. Ils y sont toute l'année. Ils ont là une pression de la clientèle quand même, qui est une pression de la consommation. Ça peut créer effectivement des mauvaises prises de décision. Et par ailleurs, il y a tout cet environnement où ils sont capables, où ils sont obligés à la fois de faire la promotion de leur programme, où ils ont la préoccupation de l'URSSAF, des assurances, des cotisations, etc. Enfin, ils gèrent tout à la fois et on se dit qu'au fond, peut-être qu'il y a des accidents qui arrivent du fait que l'esprit est occupé ailleurs et que ce qui vient souvent en compensation, c'est la connexion. Bon, après tout, la météo, on n'a pas le temps de regarder le ciel pendant plusieurs jours, alors on prend la météo rapidement avant de partir.
La carte, c'est pareil. Bon, on ne va pas prendre la carte, on a le géoportail, etc. Bon, on regarde l'itinéraire. Et ces perturbations-là peuvent être cause d'accidents parce que on n'est pas dans l'harmonie pure, on n'est pas dans l'harmonie complète. Tous les capteurs de notre esprit et de notre corps ne sont pas dans l'animalité, en quelque sorte, du contact avec la montagne. Et c'est une notion que Christophe Profit met souvent en avant, celle d'être un animal dans la montagne, c'est-à-dire de réagir véritablement avec notre instinct le plus fort et le plus pur. Évidemment, doublé de l'expérience, ça va de soi. Est-ce que cette harmonie n'est pas rompue par un esprit de compétition qui pourrait être une forme de pollution particulière dans la montagne? Oui, je pense qu'il y a d'abord cet esprit de compétition, effectivement, qui a tendance un peu à biaiser ce rapport à la montagne, cette harmonie. Et puis là, pour rebondir sur le sujet, sur effectivement tout ce qu'a apporté la technologie depuis une vingtaine d'années, il suffit déjà de réfléchir à ce que représente un portable dans la vie quotidienne, toutes les distractions qu'il apporte, les coups de téléphone. Je pense que bon, lorsque vous partez en montagne, maintenant, vous n'êtes pas coupé du monde comme vous l'étiez auparavant. Il y a une forme de distraction. La distraction, c'est essentiellement le portable. Et vous manquez justement de... Là aussi, bon, pour ce retour à l'instinctif, à mon avis, le portable, c'est assez destructeur. D'abord parce que vous avez énormément d'informations qui vous sont données par le portable. Ensuite, vous pouvez avoir des communications. Le fait d'être sur Internet, alors même que vous êtes là en montagne et que vous partez en montagne pour être coupé de tout, je pense que la première chose à faire maintenant, ça serait précisément lorsqu'on part en montagne, de prendre le risque de se couper réellement du monde comme on le faisait auparavant, de revenir à l'animal, à l'instinctif, au spontané, et d'éviter cette espèce de possible déluge, de distraction qu'on a à travers le portable. Et le portable, moi je le vois dans ma pratique de la montagne, ça a quand même beaucoup changé, et ça a introduit une forme d'angoisse, je dirais pas seulement pour moi, mais pour les autres, parce que vous avez en plus des rendez-vous à travers le portable. Il s'agit de rassurer un proche, vous lui dites, bon, écoutez, je vous téléphone entre telle ou telle heure. À partir du moment où vous n'avez pas téléphoné, vous savez qu'ils vont être angoissés. Donc tout ça, à mon avis, a plutôt un rôle assez néfaste sur l'approche de la montagne, l'appréhension, cette harmonie qu'on cherche tous, en fait, ce retour un peu à l'animal harmonieux, justement, qu'on admire, par exemple, justement, dans la façon de se déplacer de tel ou tel animal. Ça peut être le singe dans un arbre, ou un cheval, ou un chamois, ou peu importe. Non, là, il y a vraiment, je crois, un problème. Mais depuis une vingtaine d'années, peut-être que ça explique un certain nombre d'accidents. Le portable, c'est un facteur de distraction et d'angoisse, en fait. Et ça trouble beaucoup de choses. Ça trouble effectivement je dirais cette présence, quand on est en montagne. Enfin, moi, j'ai connu les deux. Donc, avant le portable et après, j'ai l'impression qu'en montagne, à partir du moment où je coupe mon portable, je suis plus détendu et mieux. Donc là, il y aurait peut-être toute une forme de discussion à avoir. Je pense que ça a dû être évoqué déjà dans un certain nombre de dossiers. Et Nathalie, au départ, est-ce que le portable apporte la sagesse ou en revanche excite les égos? Le portable, bon, j'en ai pas. Mais vu que j'ai une maman âgée et je veux la rassurer, donc j'étais obligée de prendre un téléphone satellite. Donc ça m'a coûté un peu cher, mais c'est vrai que sinon je ne prends pas de téléphone. J'avais une fois pris un modem satellite parce que je faisais un compte-rendu d'expédition. Mais j'évite. Bon, déjà, ça coûte cher et puis c'est pas très, très utile. Je voulais juste une dernière fois rebondir sur ce qui a été dit à propos du Népal tout à l'heure sur la marchandisation à outrance en fait, des sommets himalayens. Je voulais juste ajouter que derrière tout ça, il y a aussi des décisions politiques et que rien ne changera tant que l'État ne sera pas convaincu qu'il faut changer de modèle. Dès les années 50, l'État népalais a mis en tourisme le pays en créant des parcs. Et s'il y a aussi beaucoup de monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu
une individualisation des permis d'ascension, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez faire l'Everest, vous êtes tout seul, vous payez 10 000 euros. Il y a quelques années, si vous étiez tout seul, vous payez 45 000 euros. Donc c'est toute la différence. Donc il y a aussi l'État qui est un petit peu responsable de cette situation. Voilà. On pourrait passer aux questions. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités? Oui, Henri? Des QR cordes. La corde est la meilleure et la pire des choses, sans doute. Le lien social, d'après Michel Serres. Non, simplement, je trouve que Henri, tu as parfaitement défini ce qui a été donné comme définition pour le classement à l'UNESCO. C'est exactement ça, c'est-à-dire la notion de cordée comme tout à fait essentielle dans la définition même de l'alpinisme. La cordée avec ce que ça représente comme solidarité, comme lien, etc. Oui, oui. Non, mais vraiment l'encordement avec un bon nœud de guide. C'est clair que je vous parlais tout à l'heure de l'Everest. Bon, sur corde fixe, un guide là-haut, à la limite, il n'y va pas, c'est pareil. Parce que ses clients, les gens qui l'accompagnent, sont attachés sur la corde fixe, sur les rails. Et ça ne le plaît pas du tout. Alors vraiment, d'ailleurs, il y a peu de guides français, honnêtement, sans être raciste, hein, qui vont sur l'Everest avec une expé. Il y en a peu. Non, mais oui, justement, il y a eu l'exception, on va dire, Bernard. Mais bon, Russell et ses compagnies, bon, ce sont des gens qui, le métier de guide, ça n'a rien à voir. Alors, pour rejoindre Henri, que je salue avec plaisir, parce qu'il y a longtemps que ça n'a pas vu. Hein. Et donc, non, le métier de guide sur l'Everest, non, pas du tout. Alors. Oui, effectivement, la corde, oui, c'est exact. Ça a quand même tendance. Il y a eu une époque où elle était carrément menacée parce qu'il y a eu l'explosion du solo dans les années 70. Et effectivement, on peut parler d'une rupture de lien entre les alpinistes parce qu'on avait tendance, même lorsqu'on prenait une corde, à la laisser dans le sac. Et c'était assez flagrant dans les années 70-80. Là, en Himalaya, apparemment, là aussi, bon, les cordes fixes, oui, ça supprime forcément ce qu'on appelle la corde, l'outil fondamental de l'alpinisme, qui a été, je dirais, oui, qui exprime ce lien entre les hommes et en tout cas entre deux individus qui décident de faire un sommet. La corde, c'est pas seulement donc l'outil, mais c'est aussi cet esprit d'entraide, de solidarité. Il s'agit d'aider le plus faible, celui qui a un moment de faiblesse. Il y a une forme de l'accordé, c'est absolument unique. Oui, c'est exact que le compagnon de cordée, c'est dans le souvenir, c'est lui évidemment qui apparaît tout de suite, d'abord et avant tout, son compagnon de cordée avec qui tu as fait telle ou telle course, quoi. Alors qu'à partir du moment où vous supprimez la corde, justement, là, le solo, ses caractéristiques, ça a été un peu une catastrophe pour l'esprit de l'alpinisme.
Et on a eu des cas assez extraordinaires de type en solo qui s'ignoraient en fait, littéralement dans la même paroi. Donc ça, c'est vraiment frappant, c'est choquant, on va dire. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais remercier très sincèrement nos amis. Michel Zalliot, dont je rappelle l'ouvrage Cheminement aux éditions du Mont-Blanc, Catherine Destivelle. Nathalie Lamoureux, Marc Battard, l'Everest en partage aux éditions La Fontaine de Siloé, présents sur ce salon. Anselme Beau, Chamois clandestin, Versant intime, et puis Au pays des hautes terres, aux éditions Kérou, paru en livre de poche désormais. Bernard Germain, rédacteur en chef de la revue La Montagne alpiniste et auteur de ce magnifique livre d'Ico Vertigo. Gilles Modica pour L'île Montagne dans la collection Guérin de chez Paulsen. Et je voudrais vraiment les remercier toutes et tous de nous avoir montré la voie et de nous avoir montré que avec ou sans corde, c'est du lien qu'il faut donner, parce que c'est le lien qui donne du sens à la vie. Une vie qui est plus forte que tout quand elle se nourrit d'attention réciproque, de confiance en l'autre et de solidarité. Donc merci à vous tous. Merci.